Télémanagement et intelligence émotionnelle est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette conjugaison de compétences, que l'on appelle aussi savoir-être, n'est pas innée. L'intelligence émotionnelle ne vient pas de notre héritage culturel. Celui-ci est plutôt le résultat de la culture classique cartésienne qui défend les mathématiques et qui impose un raisonnement rationnel assez hostile aux affects. Aussi, discerner, démêler, comprendre rapidement, voilà un ensemble de capacités cognitives qui définissent l'intelligence, ou QI pour la plupart d'entre nous, le dualisme. Or, la question se pose depuis plusieurs années. De telles dispositions permettent-elles de prendre à coup sûr de bonnes décisions, de faire des choix éclairés, de faire des choix les moins conditionnés possibles, de bien manager ses projets, ses équipes? Car l'intelligence émotionnelle est une compétence entière du management, un véritable axe d'amélioration de vie au travail, pour soi, pour ses équipes. Fini le temps du management directif, descendant, voire autoritaire. Mais revenons à nos philosophes. Pour Spinoza, les émotions sont le fondement même de la survie et de la culture humaine. Elles nous mettent en garde contre les mauvais choix. L'intelligence émotionnelle est aussi une intelligence sociale, car dès lors qu'elle est mise en œuvre en contexte interpersonnel, elle s'entrelace avec toutes les qualités qui permettent de mieux connaître, mieux comprendre soi et les autres. L'intelligence émotionnelle est une part très importante du comportement, de l'épaisseur de la relation, de la manière dont nous agissons. Elle conditionne beaucoup de choses, bien entendu. Aussi, réapprendre, apprendre les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle et sociale est un moyen de développer sa capacité à être pleinement concentré sur son action, sur la situation et les personnes qu'elle implique. C'est un moyen de développer sa capacité à transmettre et à créer un environnement favorable à la circulation de l'information entre les protagonistes. C'est encore un moyen de développer sa capacité à entendre et prendre en compte toutes les formes de signaux émis par l'environnement, les individus qui y évoluent, sans préjuger de leur valeur. Cette compréhension de l'autre nous permet encore plus d'interpréter les indices émotionnels et de les accompagner avec respect et empathie. Cependant, cette disposition n'est pas aisée pour tous, et c'est pour cette raison que j'ai souhaité illustrer rapidement les 4 grands axes des profils de personnalité. Commençons d'abord avec notre profil dominant, qui est un profil plutôt solide, qui est fort, qui va porter sur lui les problèmes qui va les porter à bras le corps et qui aura tendance à se fermer devant toutes les émotions, les siennes et celles des autres. Il va se protéger. Il sera donc dans une zone d'effort à développer sa capacité que l'on appelle intelligence émotionnelle ou savoir-être. En revanche, pour le profil influent, c'est un profil qui est dans la relation à l'autre. C'est un profil qui est sur un tempo rapide lui aussi et qui va cumuler le réseau, le plaisir d'être dans la relation. Et donc, pour lui, l'intelligence émotionnelle sera une faculté aisée, une faculté qui sera plutôt innée. De la même façon, pour notre profil stable, qui est un profil dans l'empathie, qui est dans l'aide, qui est un profil très à l'écoute, qui est dans la compréhension même de l'autre avant même d'être dans la sienne. Donc, il sera peut-être un peu plus sous-assertif, néanmoins, il est dans des dispositions aisées pour être dans la compréhension et dans l'intelligence émotionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour notre profil conscient, qui lui sera en zone d'effort, car il est dans la discrétion, il est dans le retrait, il est dans l'analyse, il a besoin du système, il a besoin du cadre. Et ce profil n'est pas du tout dans l'intelligence émotionnelle. Non pas qu'il n'ait pas envie d'y être, mais ça n'est pas, encore une fois, la partie la plus aisée pour lui. En plus de cela, en plus de la compréhension des autres, il y a la compréhension des gouvernances de l'orchestre neuronal, gouvernance des émotions, qui sont bien entendu des ressources. Ressources tout d'abord pour la gouvernance instinctive qui va nous indiquer qu'à un moment donné, nous avons des besoins vitaux, des besoins de base qu'il faut satisfaire et que nous avons aussi des instincts de survie qui sont là pour nous protéger, instincts de survie qui vont nous alerter lorsque nous sommes en danger. Ça va provoquer chez nous l'action de fuite. Instinct de survie lorsque nous sommes en colère ou agressés, qui va provoquer chez nous l'action de lutte. Et encore l'instinct d'inhibition lorsque nous sommes dans une grande détresse, grande tristesse. Évidemment, ces instincts-là
on peut travailler dessus et on peut juguler les effets qu'ils ont sur nous et les conséquences qu'ils ont sur notre environnement. Il y a aussi la gouvernance grégaire qui détermine notre positionnement dans le groupe, notre rapport au monde, en fonction de la manière dont l'on se voit, dont on se sent, que l'on soit en confiance ou en défiance à son égard et vis-à-vis des autres, ça va déterminer notre rapport au monde. Ça aussi, c'est une gouvernance sur laquelle on peut travailler et que l'on développe en intelligence émotionnelle. Il y a ensuite notre gouvernance émotionnelle, la pure, qui est notre disque dur, celle que Spinoza défend corps et âme, défendait, celle que Freud, Lacan et bien d'autres ont reprise parce qu'elle est le centre de notre épaisseur. Cette gouvernance émotionnelle est le lieu de nos expériences, elle est le lieu de tout ce que nous avons engrangé, le lieu de nos connaissances, connaissances qui vont être du point de vue expérimental des connaissances épaisses et du point de vue émotionnel aussi des connaissances épaisses. Alors, on se demande à quel moment est-ce que l'on revient sur la partie rationnelle, sur la partie raisonnée. Eh bien, cette gouvernance adaptative nous fait sortir du mode automatique que nous avons vu précédemment, que ce soit la gouvernance grégaire, la gouvernance émotionnelle ou la gouvernance instinctive. Elle s'active, ces trois-là, lorsque nous sommes en zone de confort. Dès lors que nous sortons de cette zone de confort et que nous entrons dans une zone d'effort intellectuel, d'inconnu, cette gouvernance adaptative prend le relais et elle va, bien entendu, activer notre réflexion. Elle va nous faire sortir du cadre. Elle va activer notre capacité à anticiper. Elle est dans la curiosité. Elle va nous permettre de comprendre et de rechercher. Bien entendu, il faut savoir alterner les registres entre gouvernance émotionnelle, grégaire, adaptative et instinctive et gouvernance adaptative. Faire la bascule, c'est sa capacité à sortir du cadre automatique, à être rationnel. Et être rationnel, ce n'est pas se couper des émotions, comme le disait Descartes, même s'il partage l'idée qu'elles existent. Le cerveau qui pense, le cerveau qui calcule, le cerveau qui décide n'est pas autre chose que celui qui rit, que celui qui pleure, que celui qui aime, qui éprouve du plaisir et du déplaisir. Alors, l'émotion, on va voir quel est son processus. Levier puissant du développement de la relation humaine dans les organisations, je le répète, compétence entière du management, véritable axe d'amélioration de la vie au travail. Les émotions sont tout d'abord provoquées par une situation, par un événement. Nous allons réagir. Alors, gouvernance émotionnelle, gouvernance instinctive vont réagir fortement face à la situation et elles vont nous donner une interprétation de ce qui se joue. Alors que la gouvernance adaptative va nous permettre de prendre du recul et donc de réfléchir. Gouvernance émotionnelle va provoquer de la réaction, gouvernance adaptative va provoquer de la réaction. Donc, par conséquent, face à un événement que l'on va interpréter plus ou moins fort, il est important, bien entendu, de faire la bascule entre la gouvernance instinctive et la gouvernance adaptative, ou plutôt le mode automatique et le mode adaptatif. Parce que lorsque nous sommes en mode adaptatif, donc on sort du cadre émotionnel en gardant en tête quand même ce qui se passe en nous, ça nous permet d'être dans un comportement qui va être associé à sa juste mesure à la situation, d'être dans une émotion jugulée. Néanmoins, rester à l'écoute de soi et bien entendu, rester à l'écoute des autres. Alors, comment est-ce que l'on va gérer cette émotion ? Les 5 étapes qui s'affichent devant nous sont tout d'abord de faire le diagnostic de la situation, de reconnaître et d'accepter ce que l'on ressent au moment où ça se produit. Mais bien entendu, de savoir que pour l'autre, il se produit aussi un phénomène d'émotion. Donc, à retenir que les manifestations de l'émotion ont des conséquences sur moi, mais elles ont aussi des conséquences sur les autres, sur mon environnement. D'où la nécessité de prendre du recul et d'être vraiment dans l'analyse. Donc, partie adaptative de notre gouvernance. Et lorsque je ressens ces émotions, que je prends du recul, que je fais cette diagnostic, je les comprends. Je comprends ce qui se joue en moi et je comprends à quelle situation elles vont être associées. J'analyse leur intensité et j'anticipe les effets, que ça soit de la colère, que ça soit de la tristesse, que ça soit de la peur. J'analyse les effets qu'elles vont produire et surtout, est-ce que les effets
qui se jouent en moi sont à la hauteur de la situation qui est en train de se dérouler? Est-ce que je ne suis pas dans la sur-émotion ou dans la sous-émotion? Est-ce que celui à qui je m'adresse n'est pas dans une sur-émotion ou dans une sous-émotion? Donc, c'est un levier qu'il faut activer pour comprendre ce qui se passe dans la relation interpersonnelle. Et bien entendu, je choisis les bonnes émotions qui vont être adaptées à la bonne situation pour gérer et influencer ce qui se joue. Et donc, gérer, influencer, c'est venir sur la partie rationnelle, sur la partie intelligence pure, mais en gardant dans notre intelligence pure cette bascule systématique qui nous amène vers l'intelligence émotionnelle, qui nous amène vers ce savoir-être et qui nous permet d'être dans du management humain, dans du management durable. Alors, pour conclure, penser en dehors du cadre, c'est notre capacité à prendre du recul, je le redis, à faire des choix éclairés, à penser l'autre, à penser le management autrement, à se penser soi. Je vous remercie. Alors, pour conclure, penser en dehors du cadre, c'est notre capacité à prendre du recul, je le redis, à faire des choix éclairés, à penser l'autre, à penser le management autrement, à se penser soi. Je vous remercie.